Bonjour, merci de cette invitation pour discuter avec vous de comment redonner du sens au travail dans le monde du soin. Plusieurs intervenants ont dit que c'était un peu paradoxal de se poser cette question, dans la mesure où évidemment l'utilité sociale du travail de soignant ne fait aucun doute pour personne. Mais vous allez voir que la question du sens du travail est un petit peu plus compliquée que la question de l'utilité sociale. C'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Donc moi je suis Thomas Coutreau, je suis chercheur associé à l'IRES, Institut de recherche économique et sociale, après avoir dirigé pendant une vingtaine d'années le département conditions de travail et santé de la DARES au ministère du Travail, où j'étais responsable des grandes enquêtes nationales sur les conditions de travail et la santé au travail. Pas spécifiquement sur le secteur du soin, mais incluant bien entendu le secteur de la santé. Alors, la présentation que je vous fais est basée sur un ouvrage que nous avons publié avec ma co-auteure Coralie Pérez au mois de septembre dernier, qui s'appelle « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire ». Donc, je vais essayer de vous expliquer à la fois le titre et le sous-titre. Et pour ça, il faut peut-être... Alors, je vais présenter en 3 points. D'abord, qu'est-ce que c'est que le sens du travail? C'est de conceptualiser un petit peu une notion qui paraît parfois un peu floue, un peu bateau, qu'on met un peu à toutes les sauces. Il nous semble qu'on peut donner un contenu théorique et empirique assez précis à ce concept. Je vais essayer de vous le montrer. Ensuite, on va essayer de voir quels sont les impacts de la perte de sens du travail sur les personnes, les travailleuses et les travailleurs qui le subissent. Et enfin, une conclusion sur qu'est-ce qu'on peut faire contre cette perte de sens. Alors, d'abord, pour définir le sens du travail, il est utile de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le travail. Pas l'emploi, mais le travail, c'est-à-dire l'activité concrète dans laquelle on s'investit lorsqu'on essaie de réaliser ces tâches, les tâches qu'on nous a prescrites quand on est salarié ou qu'on s'est fixé quand on est indépendant. Alors, le travail, c'est une question éminemment politique. Ça paraît un petit peu paradoxal, mais si on revient à la définition du travail comme une activité socialement organisée de transformation ou de préservation du monde, l'ergonomie, les sciences du travail nous disent que toute travailleuse, tout travailleur se heurte dans le déroulement de son activité à ce que les ergonomes appellent la résistance du réel. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine du soin, les patients ne sont pas tous les mêmes, chacun a ses caractéristiques et sont imprévisibles, ces caractéristiques. Donc, vous devez sans arrêt vous adapter à des imprévus, à des choses qui ne sont pas programmées à l'avance. Et cette résistance du réel, cette survenue permanente d'imprévus, de choses qui vous obligent à faire votre travail en déployant votre intelligence, en déployant votre expérience, votre créativité, c'est ce qu'on appelle le travail vivant. Et dans le déploiement de ce travail vivant, les travailleuses et les travailleurs font toujours autre chose et plus que ce qui est strictement prescrit par leur fiche de poste et par les consignes qu'on leur a fournies. Et autre résultat des travaux, de l'ergonomie notamment, c'est que les travailleuses et les travailleurs savent rarement à quel point ils font autre chose et plus, ils n'ont pas toujours conscience, mais souvent pas conscience de la quantité de compétences et d'inventivité qu'ils doivent déployer dans leur travail. Et donc la question clé pour rendre possible le déploiement du travail vivant afin que le travail soit efficace, afin que le travail remplisse ses objectifs, c'est la question de l'organisation du travail. Et ça, je voudrais insister sur le fait que quand on parle de redonner du sens au travail, quand on parle de prévenir les atteintes à la santé au travail, la question de la prévention primaire, c'est-à-dire d'éviter la survenue des risques, elle est centrée sur l'organisation du travail. Selon la manière dont est organisé le travail, cette organisation va permettre le déploiement du travail vivant, de l'individu et du collectif, ou au contraire, plutôt son étouffement. Alors, la transformation du monde par le travail, elle a 3 dimensions. Quand vous travaillez, vous transformez le monde physique, le monde matériel. Par exemple, vous allez soigner des patients, vous allez améliorer leur état. Ça, c'est l'utilité sociale de votre travail. Mais quand vous travaillez, vous allez aussi transformer les normes sociales, vous allez reproduire et transformer les normes sociales qui régissent l'organisation du travail, qui régissent la vie en commun. Et ça, c'est l'aspect politique, on va dire, plus directement politique du travail. Est-ce que vous allez être capable de
respecter vos normes éthiques et professionnelles, ou est-ce que vous êtes obligé d'y déroger face aux contradictions dans l'organisation du travail? Ça, c'est la question de la cohérence éthique, qui est la deuxième dimension du sens du travail. Et la troisième dimension, c'est quand vous travaillez, vous vous transformez vous-même en tant que personne, vous développez vos compétences, votre intelligence, votre expérience, votre sensibilité, ou non, en fonction de l'organisation du travail. Ça, c'est l'enjeu de la capacité de développement. Donc ça, ce sont les trois dimensions du sens du travail que nous avons essayé, avec ma collègue, de mesurer, d'objectiver à travers les enquêtes sur les conditions de travail de la DARES, donc du ministère du Travail. C'est des grandes enquêtes faites toutes les 3 ans auprès de 25 000 personnes. Là, on n'a que les salariés, donc 20 000 personnes. Et voilà les différentes questions que nous avons retenues pour mesurer le sens. Alors, je vais insister peut-être sur les questions de la cohérence éthique qui sont les plus sensibles dans le domaine du soin. Hein. C'est je dois faire trop vite une opération qui demanderait davantage de soins, je dois faire des choses que je désapprouve, ou j'éprouve, ou je n'éprouve pas, la fierté du travail bien fait. Donc les individus répondent toujours, souvent, parfois jamais à ces questions. On construit un score de sens du travail pour chaque individu de l'enquêté, et ça nous permet de mesurer et de comparer les scores de sens du travail selon les caractéristiques des personnes. Donc, vous voyez là différentes caractéristiques des individus. Par exemple, les femmes ne trouvent pas plus de sens à leur travail que les hommes. Les ouvriers trouvent moins de sens. Les personnes peu diplômées, toutes choses égales par ailleurs, trouvent plus de sens. Vous voyez, dans les petites entreprises, on trouve plus de sens. Le contact avec le public est un facteur de sens. Alors, j'ai mis en rose les métiers du soin. Vous voyez que la question du sens du travail est plutôt positive, mais avec des gros bémols, c'est-à-dire sentiment d'utilité sociale très fort, capacité de développement assez forte et très gros problème de cohérence éthique, hein, de sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité ou de devoir faire des choses qu'on désapprouve dans son travail. Alors, je vais très très vite, hein, vous m'excuserez, mais j'espère qu'il y aura un temps pour quelques questions à la fin de mon intervention. Les caractéristiques de l'organisation du travail qui sont délétères pour le sens du travail. Nous en avons identifié 3. Le développement de la sous-traitance, les objectifs chiffrés imposés aux salariés et les changements organisationnels permanents. Là, ce qui est mesuré par le fait que les salariés inquiétés signalent plus de 2 changements importants dans leur travail au cours des 3 dernières années. Et à chaque fois, alors surtout pour ce qui est de la sous-traitance, ça ne touche guère le problème de la cohérence éthique, mais c'est néfaste dans les autres dimensions. Et pour les objectifs chiffrés et les changements organisationnels permanents, c'est des caractéristiques de l'organisation du travail, du style de management, qui sont délétères pour le sens. Alors, on ne les a pas choisis au hasard, ces indicateurs. Ce sont des indicateurs clés de ce qu'on appelle le management par les chiffres. Autrement dit, alors dans le secteur public, c'est le New Public Management. Dans le secteur privé, c'est le Lean Management. C'est ces modes d'organisation qui consistent à définir le travail par des tâches strictement prescrites, à les quantifier, à assigner des objectifs chiffrés et à imposer du reporting permanent sur la réalisation des tâches. Ces procédures d'organisation qui se sont généralisées, y compris dans le système de soins, notamment à l'hôpital, sont particulièrement néfastes au développement du sens du travail. Là, quelques indicateurs qui le montrent. Oui, ça, c'est la proportion de salariés qui trouvent peu de sens à leur travail. Et vous voyez qu'elle augmente fortement avec le nombre de changements organisationnels connus par le salarié au cours des 12 derniers mois. De même, les salariés qui ont des objectifs chiffrés trouvent moins de sens à leur travail parce que le plus souvent, ces objectifs ne reflètent pas ce qui est important pour eux dans leur travail. Alors, on a identifié dans les années récentes l'émergence d'un nouveau type de conflit éthique, ce qu'on a appelé le remords écologique. C'est la question posée en 2019 seulement, c'est « Mon travail a des conséquences négatives pour l'environnement ». Vous voyez que ça concerne globalement 7% des salariés qui répondent toujours ou souvent. On pense que ça a dû augmenter depuis 2019, mais on n'a pas de nouvelles données publiées, et dont les professions du soin sont à peu près dans la moyenne. Pendant la crise Covid, on a eu une enquête début 2021 qui a évalué l'évolution des conditions de travail. Et ce qu'on a constaté pour les métiers notamment du soin, aides-soignants, médecins et infirmiers, c'est à la fois une hausse du sentiment de l'utilité sociale par rapport à la période pré-Covid
et une baisse du sentiment de cohérence éthique, des difficultés accrues dans l'impression de pouvoir faire correctement son travail, des contradictions importantes dues aux difficultés, au manque de moyens, à la nécessité de trier les patients, de reporter les soins, etc. Alors, quels impacts de la perte de sens du travail sur les personnes? Et vous allez voir que les impacts sont majeurs. Alors, on s'appuie sur un sociologue américain qui a dit qu'en cas de difficulté dans une organisation, les membres de l'organisation ont 3 issues. Partir, donc exit, voice, c'est-à-dire prendre la parole pour protester, pour améliorer les choses, ou loyalty, c'est serrer les dents, hein, rester fidèle en serrant les dents. Et nous avons mesuré la proportion de salariés qui démissionnent entre deux enquêtes sur les conditions de travail. Là, c'est entre 2013 et 2016. Donc, on a 17% de salariés qui ont démissionné entre ces 2 dates. Et le facteur lié aux conditions de travail qui est le plus déterminant pour expliquer ces décisions de démission, c'est le faible sens du travail en 2013, l'année initiale. Et bon, il y a d'autres facteurs qui jouent, l'intensité du travail, le manque de soutien hiérarchique, et le fait de s'estimer insuffisamment payé par rapport aux efforts qu'on fait n'est pas un facteur significatif qui déclenche la démission. Entre parenthèses, le Ségur de la santé qui a accordé des hausses de salaire assez importantes n'a pas ralenti le mouvement de démission de l'hôpital public. Alors, tenir jusqu'à la retraite, donc ça c'est évidemment lié à la question de la soutenabilité du travail qui a été fortement mise en débat lors du mouvement social contre la réforme des retraites. Là encore, la question du sens du travail joue aussi fortement que la pénibilité physique. Ce sont les 2 facteurs les plus importants pour expliquer le fait qu'un salarié ne puisse pas envisager de continuer à faire le même travail jusqu'à sa retraite. Cette question de la soutenabilité du travail est très liée également au sens du travail. La pénibilité physique, on le savait, mais le sens, c'est plus nouveau comme résultat. Le remords écologique, donc, qui est une des dimensions des conflits éthiques que j'évoquais tout à l'heure, est aussi associé à des perspectives de reconversion professionnelle. On en a pas mal parlé avec les bifurqueurs dans le débat social récent. On a un résultat qui confirme ça. Alors, sur la prise de parole, on a montré que là, c'est la proportion de salariés qui adhèrent à un syndicat entre 2013 et 2016. Le fait de trouver peu de sens à son travail n'est pas explicatif de l'adhésion à un syndicat. Autrement dit, les syndicats, pour l'instant, ne sont pas aux yeux des salariés une réponse, enfin n'ont pas d'attractivité sur cette question du sens du travail. C'est peut-être d'ailleurs une piste de réflexion pour eux. Loyalty, c'est-à-dire quand les salariés ne peuvent pas partir et qui subissent une perte de sens de leur travail, eh bien, quelles sont les conséquences sur leur santé? Là, c'est la proportion de salariés qui entrent en symptômes, qui contractent un symptôme dépressif entre 2013 et 2016. Donc globalement c'est 5%, et 7%, pardon, et c'est beaucoup plus, c'est 2 fois plus quand le travail perd son sens pour le salarié. Et résultat un peu inattendu peut-être, c'est que c'est aussi délétère, la perte de sens du travail, sur la santé mentale pour les ouvriers et les employés que pour les ingénieurs et cadres ou les professions intermédiaires. Autrement dit, comme on dit dans le bouquin, on a un chapitre qui s'intitule le sens du travail, un privilège de riche, en point d'interrogation. Eh bien non, c'est important à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Et je conclurai donc la présentation avec quelques pistes, enfin une piste principale de réflexion. Il y en a d'autres dans le bouquin, mais là, je vais me concentrer sur une seule. Que faire face à la perte de sens? Alors là, pour dégager des pistes de réflexion, il nous semble qu'il est important de s'appuyer sur ce type de résultats statistiques. On a demandé aux salariés, lors des changements organisationnels, est-ce que vous avez été informés, est-ce que vous avez été consultés, et est-ce que votre avis a été pris en compte? Et vous voyez que l'impact sur le sens du travail est complètement différent selon la manière dont le changement a été accompagné ou a été décidé. Alors ça, en bleu, vous avez donc, les bâtons, c'est le pourcentage de salariés qui ne trouvent pas de sens à leur travail, ou peu de sens à leur travail. Et en bleu, c'est pour les salariés qui n'ont pas connu de changement au cours des 12 derniers mois. En rouge, c'est les salariés qui ont connu un changement et qui n'ont pas été bien informés avant le changement.
Donc là, presque 50% de salariés en déficit de sens, c'est une explosion du problème de perte de sens. Quand les salariés ont été informés, mais pas consultés, ça va un peu mieux, c'est moins bien que s'il n'y a pas eu de changement, mais pas très différent. Et évidemment, ça on le savait, disons, les sciences du travail nous l'avaient déjà dit, mais là on l'objective statistiquement, c'est le fait d'avoir été écouté, c'est-à-dire d'avoir pu influencer le changement, qui est fortement protecteur du sens et aussi, d'autres résultats le montrent, de la santé psychique. Même résultat concernant les objectifs chiffrés. C'est pas terrible d'avoir des objectifs chiffrés, mais si vous avez pu participer à la définition de vos objectifs, c'est objectifs modifiables en vert, eh bien, c'est pas délétère pour le sens du travail. Par contre, si l'objectif vous a été imposé, vous n'avez pas pu le discuter, là, c'est fortement délétère pour le sens du travail et pour la santé. Autrement dit, dans l'organisation du travail, la manière dont elle est décidée joue un rôle essentiel pour le développement ou au contraire l'amputation du sens. Ce qui amène évidemment à se poser des questions sur comment faire. Alors, nous, une des pistes qu'on propose, c'est de développer la possibilité d'expression des salariés sur leur travail pendant leur temps de travail. Donc, on a appelé ça des nouveaux droits pour le travail vivant. Alors, on parle de dialogue professionnel aujourd'hui. Développer le dialogue professionnel, c'est un objectif qui est largement discuté dans les milieux de la prévention des risques professionnels et entre patronat et syndicats. Alors, on propose, nous, une modalité particulière de dialogue professionnel qui renvoie aussi au bilan d'échec des lois Auroux et aussi de l'accord national sur la qualité de vie au travail de 2013 qui n'a pas donné de résultats probants en ce qui concerne les espaces de discussion sur le travail qui avaient été proposés dans cet accord. Voilà, donc on a défini quelques modalités qui nous semblent utiles pour développer ce dialogue professionnel sur le travail. Des espaces de délibération entre collègues, sans la hiérarchie dans un premier temps, animés par des délégués de proximité élus. Ça, c'est un problème parce que les ordonnances de 2017 ont supprimé l'élection de délégués de proximité, donc il faudrait, selon nous, la rétablir. Avec donc un temps de travail rémunéré, mais donc non subordonné, puisque ces réunions de discussion se feraient hors de la présence hiérarchique, et une obligation de réponse des managers par rapport aux propositions formulées par ces réunions, des collectifs de travail. Donc il nous semble qu'il faut véritablement développer des contre-pouvoirs dans l'organisation du travail pour faciliter la prise de parole et l'influence des salariés sur les décisions qui les concernent. Alors, j'étais obligé d'aller extrêmement vite, donc quelques documents ou pistes supplémentaires pour vous, si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie. Alors, on a le temps pour quelques questions peut-être ?